Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Retour au stand. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau débrief de week-end de Formule 1. La Formule 1 qui prenait la direction du Japon ce week-end, qui retournait au Japon, au pays du soleil levant, après 3 ans d'absence au calendrier. Et un week-end dont on va se souvenir pendant très longtemps pour des choses positives. D'abord, avec notamment l'officialisation de Pierre Gasly chez Alpine en 2023 aux côtés d'Esteban Ocon. Et puis des choses plus négatives, des images qu'on aurait préféré ne pas voir ce matin, notamment. Nous reviendrons sur ça dans notre deuxième partie. Et puis, bien sûr, le deuxième titre mondial acquis par Max Verstappen, qui a remporté ce Grand Prix du Japon, le 32e succès de sa carrière. Donc, on va parler, bien sûr, de Max. Clément, je t'accueille pour ce nouveau débrief. Bienvenue. J'imagine, je te pose pas la question, mais j'imagine que ton état d'esprit est plutôt très en colère après le choc des images qu'on a vues ce matin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Oui, il y a un peu d'incompréhension, même si on y reviendra tout à l'heure. Il y a le côté sportif avec la victoire très logique et le sacre, un peu dans le chaos de Max Verstappen. Mais oui, on va retenir surtout malheureusement les sales images euh, avec Gasly et 8 ans après le drame de Jules Bianchi. Il y a des choses qui ne tournent pas rond du côté de la FIA, dont le tout business doit cesser assez rapidement si on ne veut pas perdre et des écuries et des pilotes et énormément de fans. Mais bravo à Max Verstappen pour son deuxième titre amplement mérité. Bah, c'est l'objet de notre première partie. Max Verstappen, donc 32e victoire en Formule 1. Il est l'égal de Fernando Alonso, d'ailleurs, au nombre de succès en carrière. Il avait une deuxième balle de match ce week-end, Max Verstappen, après celle de Singapour, qu'il avait ratée, entre guillemets. Cette fois-ci, Max Verstappen donc, partait en pole, on le rappelle. Hein, il avait terminé en tête des qualifs hier. Et puis, il a pris un bon départ. Mais son cher rival Charles Leclerc avait pris également un très bon départ. C'était même d'ailleurs le plus beau moment peut-être de la course, de ce qu'on a eu comme course ce matin. L'un des plus beaux départs de la saison, L'un on des peut plus le beaux dire, un départs de la départ saison. osé, départ Et que je qualifierais d'osé, si je peux me permettre. ouais, vas-y. Alors pourquoi oser justement? Ah bah parce que dans ces conditions-là, avec eh bien des intermédiaires et non des foulouettes comme il aurait été plus Préconisé. judicieux de la part de la FIA de les imposer, il a résisté, il était derrière aux 50 mètres, on l'a bien vu avec l'analyse palette de Canal+, et eh bien il est resté sur sa ligne, il a forcé finalement Charles Leclerc à freiner le premier, il est passé par l'extérieur, c'était osé, vraiment, parce que les conditions n'étaient pas simples du tout, avec beaucoup d'eau sur la piste. Et eh bien, c'est ce qui le fait gagner ce Grand Prix de la tête et des épaules, même si après, on a vu qu'en termes de rythme, les Red Bull étaient une nouvelle fois un monde au-dessus des Ferrari. Ouais, bien sûr, mais on pouvait dire aussi également que si Charles Leclerc avait pris, euh, avait pris l'avantage justement à ce départ, il aurait pu peut-être gagner ce Grand Prix, qui sait, avec les conditions météorologiques. On aurait pu penser voilà, qu'il aurait pu, voilà, que Charles Leclerc l'emporte aujourd'hui. Max Verstappen, du coup, 32e victoire, la 12e cette saison. Il est à un succès de Schumacher et Vettel au nombre de victoires par saison. Donc, il est à 12 Verstappen. Le record, c'est 13. Est-ce que pour toi, il reste les États-Unis, il reste le Mexique, il reste le Brésil, il reste Abu Dhabi? Est-ce que selon toi, Max Verstappen peut égaler Schumacher et Vettel et même les dépasser? Ouais, je ne vais même pas utiliser peu, c'est va. Il va les dépasser. Je ne vois pas comment Max Verstappen, sur les 4 derniers Grands Prix, même s'il va y avoir un petit peu de décompression suite à ce titre eh bien, officialisé, on peut imaginer qu'il laisse, pourquoi pas, un Grand Prix à Sergio Pérez, même si Sergio en a déjà gagné 2, son lieutenant fidèle, dont on reviendra sur son cas, et qui l'aura nettement aidé aussi dans son deuxième sacre. Mais il a des grands prix pour lui, notamment Abu Dhabi, notamment aussi le Mexique, qui lui vont parfaitement. Ces longues lignes droites dans la cité mexicaine vont lui aller parfaitement.
il va sans aucun doute, allez, on se lance, battre ce record. Et c'est vrai que s'il atteint eh bien les 13, 14 ou 15 victoires, ça va être un chiffre quand même qui sera difficilement atteignable, même si maintenant le nombre de Grands Prix, on va peut-être aller jusqu'à 30 en une saison. Bon, c'est sur le temps de la rigolade, mais Max Verstappen a été impérial. Franchement, voilà, il a de loin la meilleure voiture. Donc, c'est une course qu'il a facilement menée. Il a fait les arrêts finalement au bon moment. Donc, voilà, À les 22 secondes ou 25 secondes, je crois, à la fin, sont amplement logiques. Il a été impérial et il a gagné avec une facilité qui, en fait, est synonyme et qui reflète, pardon, toute la saison 2022. En fait, à partir du moment où Ferrari a eu un moins bien, Max Verstappen et Red Bull ont été au plus haut. Et aujourd'hui encore, il a mis 15 secondes, je crois, à un moment donné, à Charles Leclerc. Voilà, c'est facilité, constance, et c'est ce qui résume la saison de Max Verstappen et de Red Bull. Ouais, moi j'ai noté sur les petites fiches avant de mener ce podcast, meilleure voiture, meilleur pilote, meilleure écurie, meilleure stratégie et meilleur coéquipier. Parce que l'importance d'avoir un numéro 2 qui bloque l'écurie adverse est très importante. Et Sergio Pérez a parfaitement joué son rôle de numéro 2 cette saison. Il le rejouera encore une fois la saison prochaine. Et ces 2 victoires sont le reflet aussi de ses grandes qualités de pilote. Finalement, si on reprend le fil de la saison, il y a eu une crainte de Ferrari durant 4, 5 à 6 Grands Prix, je dirais 4 à 5 avec la bascule Imola-Miami, et dès le retour en Europe avec les soucis de Charles Leclerc, notamment à Barcelone et à Bakou, Red Bull était déjà nettement au-dessus du lot, et là c'était parti, c'était quasiment fait finalement. Alors moi, j'ai juste je peins un tableau négatif dans tout ça, dans ce sacre, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est que finalement, Max Verstappen, pour la deuxième fois, est sacré champion du monde dans un contexte qui n'est pas le bon. On se souvient de la polémique d'Abu Dhabi avec la safety car, avec l'histoire avec Lewis Hamilton et la Avec rivalité Michael Masi. avec Michael Masi, bien entendu, les paroles à la radio, etc. Là, on est dans un Grand Prix donc avec des conditions climatiques catastrophiques, avec les choses scandaleuses dont on détaillera un peu plus dans ce podcast, et avec aussi l'attribution de points qui est totalement floue. Encore une fois, Max Verstappen est sacré dans des conditions assez bizarres, et j'ai peur que les gens, personnellement, ne retiennent que les choses négatives. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses, mais au final, Non, j'ai l'impression, oui, mais j'ai l'impression quand même, ça se voit sur les ça réseaux serait sociaux. dommage. Ça serait dommage de retenir que ça, mais pour revenir à ce qui s'est passé finalement ce matin à Suzuka, la télé, la réalisation internationale affiche les points de Grand Prix comme si ça s'était disputé à 100%, c'est-à-dire le barème 25, 18, 15, etc. Dans le même temps, on a finalement toutes les télés du monde qui prennent le règlement des fameuses 50 à 75%, avec un barème, je crois, 19, 14, etc. Donc voilà, on se dit que le Grand Prix va se terminer comme ça et que Max Verstappen ne pourra pas être sacré. Il y a l'incident de la dernière chicane où Charles Leclerc coupe la chicane et finalement ne redonne pas la position à Checo Pérez. Mais entre-temps, on a montré le drapeau à damier un tour trop tôt, parce que la règle, c'est soi-disant que le chrono se termine à 0 et un tour supplémentaire. Ça n'a pas été le cas. Tout ça, c'est encore très fouillis. Et finalement, il apprend au moment des interviews que Charles Leclerc est pénalisé de 5 secondes, que Checo Pérez passe donc de la troisième à la deuxième place, ce qui lui offre le champion du monde. Il dit non, je ne le suis pas. On lui dit si, ça s'affiche derrière. Ça fait un peu preuve d'amateurisme, mais voilà, il faut quand même retenir qu'il en est à 12 victoires en 18 Grands Prix, qu'il a fait seulement 2 fois 0 points sur abandon. Il n'a été que 4 fois hors du podium en 18 Grands Prix. C'est donc Bahreïn, Australie
Silverstone et Singapour avec des faits de course un peu bizarres. Oh là, là, il faut retenir cette saison absolument magnifique de Red Bull et de Max Verstappen, et Red Bull aussi qui est sacré champion constructeur pour la première fois depuis 9 ans. C'est très très important pour cette écurie du groupe autrichien de Christian Horner de remporter ce titre depuis 9 ans, je le disais. Dans l'histoire, il y a le titre pilote, mais il ne faut surtout pas oublier le constructeur qui finalement récompense tout le travail de ceux qui sont à l'usine, qui ne sont pas sur les Grands Prix, qui triment des mois entiers, des nuits peut-être à passer sur l'aérodynamisme, sur le châssis, sur le moteur. Il y a également la partie japonaise avec le moteur Honda, mais c'est un titre ultra important. Et bon, passer le côté folklorique de l'annonce, Max Verstappen est un double champion du monde, comme l'a été il y a quelques années Sébastien Vettel, qui a été titré 4 fois. Mais il faut retenir ça, et surtout sa saison où il a surdominé l'opposition. Est-ce que au-delà, enfin même pas au-delà, c'est important quand même à me prendre en compte, mais pour toi, est-ce que Max Verstappen est l'un des meilleurs pilotes de l'histoire de la Formule 1 avec, voilà, avec ses 32 victoires, avec ses 2 championnats du monde et puis son écrasante domination? Ouais, si on prend le côté jeunesse, talent, fougue et tout ça, oui, on peut le dire. Il est très bien managé par son père. Il est très bien managé par toute l'équipe Red Bull. Moi, j'ai rarement vu, bon, même s'il y a eu sous Hamilton de telles choses, mais une maîtrise en course, une maîtrise des événements, une maîtrise des émotions, même si on l'a vu s'énerver la semaine dernière au Grand Prix de Singapour. L'énervement aussi du début de saison, parce qu'il voyait que la voiture était pas fiable, mais on a vu que l'équipe Red Bull et les mécaniciens ont fait un travail dantesque sur cette voiture qui a été fiable finalement beaucoup plus vite que la Ferrari, qui ne l'a presque pas été jusqu'à la fin de saison. Donc grand pilote, grande maîtrise des événements, et voilà, le côté winner qui veut pas ou peut laisser de miettes à ses adversaires. C'est pour ça qu'on verra les 4 derniers Grands Prix. Est-ce qu'il est capable d'en laisser un à son coéquipier? On peut penser au Mexique. Chez lui, à quel point ça serait sublime pour Checo Pérez et son papa. En tout cas, c'est un beau parallèle avec Sébastien Vettel. Tu l'as dit tout à l'heure, Sébastien Vettel qui a été sacré champion du monde pour la 2e fois, comme Max Verstappen à Suzuka en 2011. Donc, c'est vrai que ça fait repenser à ça. Et puis, pour reparler de Red Bull au constructeur, c'est aussi une belle revanche, entre guillemets. Eux qui ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui n'ont pas gagné depuis 9 ans et qui ont dû subir l'écrasante domination de Mercedes dans cet exercice. Dernière chose, même si ce n'est pas la fin de saison pour toi, jusqu'ici, quelle a été la meilleure, je te prends peut-être par surprise, la meilleure course de Verstappen cette année en termes de qualité de pilotage ou de domination? Oh, il y en a quand même eu pas mal. C'est pas facile à dire, mais déjà le fait de faire aujourd'hui, ce week-end, le doublé Paul pour 10 petits centièmes et la victoire dans ces conditions, c'est quand même important. Après, il y a eu beaucoup de maîtrise dans la plupart des grands prix. Il y en a eu finalement très peu qui ont été disputés. On l'a vu aussi gagner des courses sprint assez facilement. Donc, il n'y a pas vraiment un Grand Prix à retenir. C'est surtout la constance et la consistance de ces courses. Moi, j'ai pensé au Grand Prix d'Hongrie où il fait une remontada et où il se rate en faisant un 360. Charles Leclerc le dépasse, puis il le redépasse après. Enfin, c'était un Grand Prix assez fou, le Grand Prix d'Hongrie. Donc, moi, j'avais retenu celui-là. Ouais, Voilà. c'était une belle bataille. C'était une très, Ouais. très belle bataille. C'est vrai qu'il partait d'un peu plus loin. On a vu vraiment là en piste, au-delà de la bataille pour le championnat pilote, de pilotes qui se respectent. On n'aurait pas vu ça avec Lewis Hamilton, où il y aura eu des coups de roue. Donc, il y a ça aussi, ce côté-là, où on a le droit à une bataille saine en piste, même si c'est difficile de comparer, parce que l'année dernière, Mercedes et Red Bull étaient à peu près au même niveau. Et cette année, finalement, il y avait une équipe, puis une autre,
puis un gap et encore une autre équipe, Mercedes, qui va terminer troisième constructeur, quand même assez loin de Ferrari aussi. Bien, je te propose de passer à nos tops et nos flops, puisqu'il y a quand même, malgré les incidents et tout ce qui ne concerne pas la course en elle-même, nous retenons des tops et des flops. Alors, dans tes tops, tu retiens Sébastien Vettel. C'est vrai que Sébastien Vettel qui s'est qualifié en Q3 hier à Suzuka et qui finit sixième de ce Grand Prix après avoir tenté un pari durant la course, à savoir chausser des pneus inter, hein, il me semble, hein, c'est ça, C'est ça. au moment où le Grand Prix avait repris et où tout le monde était en pneus pluie. Vettel qui, en cette fin de saison, en cette fin de carrière, se montre assez rugueux et assez avec une motivation, de last motivation, de last dance, on pourrait dire, et qui se transcende. Et c'est beau de voir ça, un quadruple champion du monde qui se transcende et qui, pour ses dernières courses, offre du spectacle. Ouais, il a eu les coronets, on va dire, de changer des pneus assez vite alors que les conditions étaient pas évidentes. Il l'a dit à la radio, il a fait preuve d'initiative pour devancer les autres et ça a vite payé puisqu'il était 3 à 4 secondes plus vite que le reste du peloton. Il est remonté, il a donné chaud au top 5, notamment à Lewis Hamilton et même pourquoi pas à Esteban Ocon. Mais c'est ce côté-là de combattant, de guerrier qu'on connaît, qu'on lui a connu un petit peu moins ces derniers mois, ces dernières années. En tout cas, le début de saison ne faisait pas penser qu'il allait Exactement. produire ce genre de Il y a eu ces performance. mots. Il y a eu ces mots aussi hier à la radio, les remerciements japonais, les remerciements à tout le public de Suzuka qui l'apprécie. C'est un public assez spécial dans le calendrier de la F1, le côté émotion et surtout le côté d'une course quasiment parfaite de sa part. Et il va marquer des gros points pour l'écurie à Aston Martin qui devrait normalement, enfin qui a pris une vraie option pour terminer à la 7e place du classement constructeur. Et là aussi, on y revient à quel point c'est important. Ils ont été 8 ou 9e, même 9e, je crois, ces derniers temps. Et ce sont des points ultra importants pour la saison à venir, pour le côté finance. C'est d'ailleurs dommage pour Lance Stroll qui avait pris le premier départ assez dingue, le côté corde qui est, comme on dit dans les courses hippiques, mais qui avait voilà, longé la ligne des stands et Voilà. Un départ de avait folie. Hein. un Un départ départ de de folie. folie. Il faut lui, il a du mal sur le sec, mais alors sous la pluie, Ah, on se c'est souvient de ça. la Turquie. Voilà, va. Il a osé. Alors là, si Verstappen, on dit osé comme départ, lui, c'était plus qu'osé, c'était un départ couillu hein, du Canadien parce que il fallait le faire. Hein. Dans ces conditions, avec le mur d'eau face à lui, Impressionnant. il a été très courageux pour faire cela. Mm. C'est dommage de ne pas finir dans les points. Par contre, ça aurait été un beau cadeau aussi, encore une fois, pour Aston Martin. Deuxième top, Alpine. Alors, Alpine qui a commencé son week-end par une annonce très importante, puisque Pierre Gasly a enfin été officialisé aux côtés d'Esteban Ocon en 2023. On l'a, notre duo 100% français l'année prochaine dans une écurie française. C'est beau. Et puis Alpine, donc, qui marque de très gros points et qui distance de plus en plus McLaren au championnat constructeur avec un Esteban Ocon P4 très impressionnant, défense très agressive face à Lewis Hamilton, mais défense qui, voilà, très très bonne défense. Et puis Fernando, voilà, exactement, et Fernando Alonso qui a opéré une petite remontada en fin de Grand Prix, lui qui avait chaussé d'autres pneus. Ouais, moi, sur le premier point, c'est vrai que c'est un plaisir de retrouver un duo français. Tu ne l'as pas connu la dernière fois que deux Français étaient dans le même baquet Ouais. d'une écurie tricolore. C'était en 94. Moi, j'avais que 3 ans, donc je m'en souviens pas. Il va falloir faire remonter les souvenirs au père de famille pour qu'il raconte tout cela. Mais c'est vrai que c'est un plaisir de voir les deux Français dans une voiture en plus bleu, blanc, rouge ou bleu, blanc, rose. Ça dépend comment vont être mis les choses, mais c'est vrai que c'est une vraie bonne signature de la part du groupe Alpine
bah voilà, l'épisode Piastri oublié s'est mis en quête d'un nouveau pilote. Il n'y avait personne de libre. Il a fallu quand même, je pense, donner quelques compensations financières au groupe Red Bull. Mais Gasly, moi, je le voyais vraiment. Pourquoi pas ou aller chez Mercedes ou quitter le giron. On pensait notamment à McLaren un temps. Donc c'est bien. Voilà, il va être libéré de cela. Il a fait du bon boulot avec AlphaTauri. Il retrouve une écurie alpine qui, c'est pas facile à mettre en perspective, mais réalise une bonne saison, mais aurait pu réaliser une très bonne saison. Je ne dis pas qu'ils auraient pu être au niveau de Mercedes, mais avec une voiture un petit peu plus fiable. C'est vraiment de ce côté-là. Et Laurent Rossi l'a dit au micro de Laurent Dupin et de Loïc Duval qui vont travailler parce que la voiture est bonne, mais il y a eu quand même beaucoup trop de soucis. Et Alonso parlait de 80 points perdus sur la saison, 65 à 80 points. Et on sait à quel point c'est important. Ouais. Pour ce qui est de la course, Esteban Ocon a été excellent. Excellent en qualif, excellent aujourd'hui dans ces conditions-là. Il en a pas fait beaucoup, des top 5 dans sa carrière. Donc, c'est vraiment du très haut niveau. Et Alonso trouve que son équipe a fait des erreurs là-dessus. Sur le dernier changement, même si on l'a vu revenir à vitesse grand V. Et avec un tour de plus qui aurait finalement dû être le cas, il aurait terminé 1 à 2 positions plus hautes. Il gagnait 2 à 3 secondes au tour. C'est dommage pour lui, mais c'est une belle course de la part d'Alpine. Et voilà, quand ils sont fiables, quand la voiture est là, est ramenée sur la totalité du Grand Prix, on voit qu'il y a vraiment un gros, gros potentiel. 2 choses par rapport à Alpine. Déjà, par rapport à Fernando Alonso, moi, je ne sais pas si tu te souviens, dans nos attentes de deuxième partie de saison, j'avais peur que Fernando Alonso, suite à l'affaire du transfert, ne soit plus autant motivé ou alors montre des signes d'agacement par rapport à Alpine. Et là, il montre, et voilà, et il montre qu'une fois encore, c'est un bosseur. Et à 40 ans, bientôt 40 ans, c'est un gars qui va toujours travailler, qui va essayer d'optimiser toujours sa voiture. Et ça, j'apprécie beaucoup son état d'esprit à Fernando Alonso. Je loue d'ailleurs son état d'esprit. Et deuxième chose, par rapport à Alpine, et au prochain Grand Prix aux États-Unis, on sait qu'Alpine a une très bonne vitesse de pointe et on sait qu'à Austin, le tracé est fait pour des monoplaces qui ont quand même une bonne vitesse de pointe. Donc pourquoi pas en cette fin de saison aller chercher, pourquoi pas un podium si les Ferrari ne sont pas dans le coup ou même les Mercedes. On peut penser pourquoi pas à Alonso, Ocon qui sont déchaînés et qu'ils aillent chercher dans la dynamique du Japon, aller chercher un podium, pourquoi pas. Ouais, ça peut être notre petit pari. Et Fernando Alonso a 41 ans déjà, il ne faut pas l'oublier, il a passé la quarantaine. Et oui, c'est un champion, on va pas se mentir. Voilà, ces mecs-là, si on peut s'exprimer comme ça, ont fin de victoire, ont fin de points et de bonnes performances. Et ils n'aiment vraiment pas être en fond de grille. Hein. On ne va pas se cacher, c'est trop difficile pour eux qui ont vécu des années à lever des trophées, à gagner des titres de champion du monde. Donc, il se devait en termes de remerciements à Alpine qui lui a fait confiance, alors que peu d'équipes devraient faire confiance finalement à un pilote de 38-39 ans, de lui donner un contrat. Là, ils étaient prêts encore à le re-signer 1 année de plus. C'est dire à quel point Alpine a compté sur lui. Alpine Renault, on sait à quel point il a eu une histoire particulière avec Renault, mais il n'a rien lâché, l'homme d'Oviedo, et c'est bien, c'est vraiment bien ce qu'il fait, et ça aide aussi Esteban Ocon à se surpasser, à avoir un petit plus pour ce qui est de la combativité sur la piste.